Une retraite lecture dans le chalet le plus cosy qui existe. Est-ce que ça vous tente? Parce que c'est ce que j'ai prévu de faire pour les prochains jours. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture au chalet, mais pas dans n'importe quel chalet. Attendez, je vais poser mon thé. La tasse est lourde. C'est un chalet où je suis déjà venue 2 autres fois, je pense que je vous l'avais filmé. D'ailleurs, la toute première fois où j'étais venue en automne avec des amis. Mais ce coup-ci, on s'est dit avec Johan, et si on se faisait un petit séjour travail, mais au chalet, histoire de profiter du mois de mars un peu plus qu'à Montréal, de profiter de la neige, d'être un peu plus en nature et tout. Et je me suis dit, on peut pas aller à un meilleur endroit que ce chalet qui est vraiment le chalet de mes rêves. Genre, si il était à vendre et que j'avais les moyens de l'acheter, c'est des gros si, je foncerai dessus parce qu'il est magnifique. Si vous n'avez pas vu les vlogs précédents que j'y ai filmés, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit chalet tour parce que honnêtement, je suis jamais restée dans un endroit plus beau que ça, qui correspond plus à mes goûts et à mes rêves en termes de chalet. C'est vraiment l'idéal et vous voyez déjà tous les livres qu'il y a autour de moi, mais tout le bâtiment en fait est magnifique et le style, tout ça, j'y suis trop bien. Et là on va pouvoir y rester un peu plus longtemps que les autres fois aussi, donc je suis trop contente. J'ai hâte de partager ça avec vous. Bien sûr, j'ai pris des livres, beaucoup trop, j'aurais probablement pas le temps de tout lire parce que je me suis aussi pris des petites activités à faire. Mais en premier, ma priorité, ça va être Anna Karénine de Tolstoï. Et je suis vraiment contente de partager cette expérience de lecture de classiques avec vous parce que c'en est un qui me tente depuis plusieurs années. J'en ai entendu de tout, du bien et du moins bien. Et j'ai vraiment hâte de me faire ma propre opinion. Et puis, vous l'aurez vu, il est dans la liste des classiques que je veux lire. Il faut bien commencer quelque part. Je voulais le lire avant la fin de l'hiver. Donc, je vais commencer par lui. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire The Elsewhere Express de Samantha Soto Yambao, qui est l'autrice de Watermoon, que j'avais beaucoup aimé pour l'univers, plus que peut-être pour l'intrigue, mais j'en garde un très beau souvenir en termes de tout ce qui était magie, enchantement et tout ça. Et dans ce livre-là, il y a un train magique qui vient pour les personnes qui ne savent pas vraiment quelle est leur destination dans la vie. Ça me parle beaucoup, puis j'adore les trains, donc ce livre était fait pour moi. J'ai aussi How to Lose a Goblin in 10 Days, qui a peut-être une couverture un petit peu plus printanière, mais comme c'est un petit peu le mois de transition, le mois de mars entre les saisons, je me suis dit que ça allait bien. Donc là, on est sur une romantasy avec un halfling, donc un peu comme un hobbit, et un gobelin qui hérite du même cottage, et donc ils vont se battre un peu pour voir qui va y rester jusqu'à ce qu'ils tombent un peu amoureux. Retour dans les classiques avec du Tolkien. Là, vous êtes en train de vous dire, je pense, non mais tu restes un mois au chalet ou quoi, Elise? Je sais que je lirai pas tout, mais je voulais avoir le choix. Je participe à un club de lecture de Tolkien cette année qui se concentre sur certaines de ses œuvres un petit peu moins connues et plus concentrées autour des contes de fées et tout ça. Et donc, la deuxième œuvre qu'on doit lire, c'est Smith of Wootton Major, que je ne connais absolument pas. Donc c'est une histoire un peu courte, on va dire format novella. J'aimerais aussi prendre le temps de la lire pendant que je suis ici. Et enfin, un livre que je m'étais aussi dit que je lirais en hiver, mais je vous avoue que si j'y arrive pas, il va probablement aller à l'hiver prochain. Voidwalker, qui est une romantasy dont je n'ai vu passer aucun avis honnêtement, ce qui est un petit peu inquiétant peut-être, mais au moins je vais y aller sans a priori, sur une espèce de voleuse interdimensionnelle et un démon qui vont travailler ensemble. Couverture incroyable, très enneigée, n'est-ce pas? Et je l'avais mis dans ma pile à lire du challenge Romantasy. J'avoue qu'il est un petit peu passé à la trappe. On verra si sa chance vient pendant ce vlog, mais honnêtement, j'ai des doutes sur tout ce que je vais être capable de lire. J'espère quand même être capable de lire plus d'un livre, parce que déjà, Anna Karénine est énorme, mais on va voir. Dans tous les cas, je vais tout faire pour que vous passiez un bon moment devant ce vlog. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé et je vous montre à quoi ressemble le chalet. Alors, quand on rentre, déjà, on tombe direct sur la pièce parfaite. Vraiment, je m'en remets jamais de à quel point j'aime cette pièce. Elle représente tout ce que je rêverais d'avoir dans un chalet. C'est tellement cosy et il y a des livres
tout. On peut voir les arbres et la neige et tout de dehors, c'est super beau. Bon là, il y a beaucoup de lumière pour vous, mais vraiment, je trouve que cette pièce est magnifique. Et d'ailleurs, à chaque fois que je viens, je me dis je devrais faire un vlog où juste je lis avec les livres qu'il y a déjà ici, parce qu'il y a vraiment de tout. Et il y a même une cheminée, donc on va pouvoir se faire un petit feu. Et qu'est-ce qu'il y a de plus cocooning que ça, franchement? Je ne sais pas. Ensuite, si on sort de là, on arrive sur la cuisine et la salle à manger, qui sont vraiment super belles aussi. J'adore les cuisines en bois comme ça. Je trouve ça trop beau. Puis j'aimerais avoir une grande cuisine aussi comme ça. Bon, la Joconde, j'ai jamais trop su qu'est-ce que j'en pensais. Et oui, ici, ils ont des Highlands, en fait, c'est une ferme de vaches Highlands. Ça me rappelle l'Écosse. Donc voilà un petit peu la vue. Et puis, je vais vous montrer l'étage. Bon, la première fois où je suis venue, c'était avec des amis. Puis la deuxième, on était avec Johan, mais aussi un couple d'amis. Et là, c'est la première fois où on est juste tous les deux. Donc ça va être vraiment très très chouette d'avoir le chalet juste pour nous aussi. Ok, alors là, la petite salle de bain. Et vraiment, tout est pensé dans les détails et tout. Ici, regardez la déco. Enfin, vraiment incroyable. Là, il y a une chambre qu'on va pas utiliser du coup. Et notre chambre à nous, ici. T'as un petit foyer électrique si tu veux. Ok, lui aussi, je suis pas sûre. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Tout dans les détails est magnifique. Quand t'arrives, il y a la petite musique relaxante et tout. Je peux pas vous dire à quel point j'aime ce chalet et je suis contente qu'on y soit et qu'on puisse en profiter. Qu'en plus, il y a encore pas mal de neige dehors parce que là, au moment où on est de l'année, des fois, il y a plus que de la boue. Donc, trop cool. Et écoutez, il est 4h30. C'est l'heure du goûter. Donc, je vais me faire un petit quelque chose et attaquer Anna Karenine. J'ai vraiment vraiment hâte de tester ce livre. La première vraie journée qui commence au chalet. J'espère que vous n'entendez pas trop le chauffage, il est assez bruyant quand même. Et j'ai pas réussi à comprendre le rythme où il démarre et il s'arrête. Donc j'espère que ça ne dérange pas trop niveau son. Je voulais vous faire une première update sur Anna Karenine, vu que hier j'ai quand même réussi à lire 246 pages. Je suis contente. Alors ça ne paraît pas beaucoup. Je me suis dit, allez, tu vas essayer de lire à peu près un quart du livre. C'est un petit peu moins que le quart, mais c'est un début. Et pour le moment, ça se passe très bien. Ma première surprise, c'est l'écriture que je trouve très agréable, en fait. La manière de raconter les choses, les termes employés,
plusieurs citations que j'ai relevées aussi, que je trouve très belles. Par exemple, c'est un là qui parle de 2 personnages. Néanmoins, ainsi qu'il arrive souvent à des gens qui ont embrassé des professions différentes, chacun d'eux, tout en approuvant par le raisonnement la carrière de son ami, l'a méprisé au fond de l'âme. Chacun d'eux tenait la vie qu'il menait pour la seule vie réelle, et celle que menait son ami pour un pur mirage. Je trouve qu'il a vraiment une façon intéressante de dire les choses, en fait. Celle-là aussi me plaisait bien. Stéphane Arkadievitch ne choisissait pas plus ses façons de penser que les formes de ses chapeaux ou de ses redingotes. Il les adoptait parce que c'était celles de tout le monde. Comme il vivait dans une société où une certaine activité intellectuelle est considérée comme l'apanage de l'âge mûr, les opinions lui étaient aussi nécessaires que les chapeaux. Ah, et le petit bout au-dessus, il ne changeait d'opinion que lorsque la majorité en changeait, ou plutôt il n'en changeait point, elle se modifiait en lui imperceptiblement. Donc il y a plein de passages comme ça que je trouve vraiment intéressants. Donc l'écriture, c'était le premier point où... Franchement, c'est le classique, je pense, que j'ai lu où je trouve l'écriture la plus agréable. Je sais pas à quel point c'est dû à la traduction, est-ce qu'il y a une modernisation avec la traduction ou pas, ça je ne peux pas dire. Et je ne saurais jamais parce que je ne peux pas lire le russe. Sinon, au niveau des personnages, c'était intéressant parce que le roman s'appelle Anna Karénine, mais ça prend une centaine de pages avant qu'on la rencontre, en fait. On suit beaucoup d'autres personnages dans le livre, alors pour le moment je trouve pas qu'elle ait plus d'importance que les autres, donc j'ai hâte de voir comment le récit va se développer. Est-ce que ça va vraiment lui donner une place plus prépondérante et principale, ou est-ce qu'on va continuer à suivre tout le monde un peu au même niveau, parce que pour le moment je trouve qu'on a 6 personnages qui ressortent, on va dire presque 7. Le premier qu'on rencontre c'est donc Stéphane dont je vous parlais, donc il faut savoir que les personnages ont plein de noms différents et de surnoms, ce qui est très russe, c'est un peu la même chose dans L'Ours et le Rossignol, mais donc Stéphane et sa femme Dolly, il l'a trompée et donc ils sont en pleine crise parce qu'elle veut le quitter et tout ça. Lui, c'est vraiment celui qui mène tout le début du récit. Il a une personnalité assez intéressante d'ailleurs à lire dans un livre. Je suis pas sûre que je serai amie avec lui dans la vraie vie, mais dans un livre, c'est vraiment un personnage intéressant à suivre. Dolly, sa femme, on l'a peut-être un petit peu moins. Il y a la sœur de Dolly qui s'appelle Kitty, qui est une jeune fille de 18 ans, qui se retrouve un peu entre 2 hommes qui lui demandent son intérêt, mais l'un est peut-être plus sincère que l'autre. Il y a Levin, qui est aussi un ami de Stéphane. Tout le monde se connaît dans ce petit groupe. Et puis, il y a Vronsky, aussi, qui est lui plus jeune et plus bien de sa personne, et plus charmeur et tout ça. Donc elle a un petit peu cette... hésitation entre les deux pour différentes raisons aussi. Levin, pareil, on a pas mal de perspectives de ce qui se passe, on va dire, dans son discours interne, qui est très différent de celui de Stéphane, mais aussi très intéressant. Lui, c'est un gars plus de la campagne et qui essaye plus d'avoir une vie simple et tout, mais en même temps, il manque de confiance en lui par certains aspects. Et puis donc Vronsky, que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur pour le moment, parce qu'il a vraiment l'air d'être un cœur d'artichaut, mais dans le sens... il va tomber très amoureux d'une femme et se moquer un peu des conséquences pour elle de son comportement à lui. Et justement, il a un peu mené, je sais pas si j'irais mener en bateau, mais en tout cas, il s'est beaucoup rapproché de Kitty, et au final, dès qu'il va rencontrer Anna Karénine, qui débarque dans le roman à un moment, il va tout abandonner, il va tomber fou amoureux d'elle, au point de la suivre de Moscou à Saint-Pétersbourg et tout, donc il va pas lâcher l'affaire avec elle. Et justement, donc Anna Karénine est une jeune femme qui est décrite comme vraiment magnifique, elle a la classe, elle est élégante, tout le monde l'aime. Elle est mariée à un gars, je sais pas s'il est beaucoup plus vieux qu'elle ou pas, je pense un petit peu, qui a l'air attaché à elle, mais qui ne le démontre peut-être pas beaucoup et qui est très concentrée sur sa carrière et tout, donc ils ont un mariage assez froid quand même, je dirais. Et donc elle va rencontrer Vronsky et elle va être très attirée par lui également. Là, je vous ai présenté à peu près tous les personnages et un petit peu leur dynamique, on va dire, Anna étant la sœur de Stéphane. Et tout le monde connaît tout le monde dans ce groupe-là, en fait. Et il y a vraiment beaucoup d'aspects intéressants dans le livre. Donc déjà, les personnages en eux-mêmes ont vraiment chacun des caractéristiques différentes et pas dans ce que j'ai l'habitude de lire, mais que je trouve vraiment hyper intéressantes dans leur complexité, leurs facettes, leur dynamique avec les autres aussi, tout ce qui touche à la bonne société russe. Hyper intéressant aussi de voir comment les mariages qui sont décrits fonctionnent, les attentes de chacun et aussi l'ambivalence un petit peu entre l'amour et la raison dans ces mariages, qu'est-ce qui les fait fonctionner, sur quoi est-ce qu'ils s'appuient, les visions que les hommes ont du mariage versus les visions que les femmes ont du mariage. Et je trouve tout ça hyper fascinant. Tout le côté justement aussi société russe à cette époque, je pense qu'on est au 19e siècle. D'un côté, t'as tout ce qui est les princes, les princesses, les comtes et tout, puis de l'autre, t'as l'apparition un peu du communisme, en tout cas des discours communistes.
tout l'aspect un peu politico-social. Tout ça, je trouve que c'est hyper intéressant et la manière dont c'est écrit surtout met vraiment en valeur plein de choses et je suis positivement surprise quand même de voir que pour le moment, il n'y a eu aucune violence faite aux femmes, il n'y a pas de violence dans les mariages, même de violence banalisée et tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise parce que c'est toujours quelque chose que j'ai peur de retrouver dans les classiques. Alors certes, le rôle de la femme est très limité à cette époque et en Russie et tout, mais dans la manière dont c'est écrit, tu le sens presque pas d'une certaine façon. Genre, les personnages féminins sont aussi hyper complexes et avec plein d'enjeux différents. Donc on n'est pas sur un niveau simple, en fait, de genre société patriarcale, les femmes obligées de se marier et tout. Il y a vraiment beaucoup de nuances et de subtilités et de couches, de dimensions à toute la construction sociale, vraiment. J'aime beaucoup. Je suis contente, je suis surprise, mais je suis contente. Pour le moment, j'aime beaucoup. Ça va peut-être pas être le cas dans comment ça va continuer, parce que là où j'en suis arrivée, très subtilement, c'est dit que ça y est, Anna Karenina a trompé son mari avec Vronsky. Ça aussi, c'est très intéressant de voir. Je me demandais comment est-ce que l'aspect adultère allait être présenté et tout. Donc, c'est vraiment dans le sous-texte un petit peu. En même temps, il y a des notes, je sais pas si c'est des notes des traducteurs ou quoi, qui des fois te disent « Ah oui, ce passage-là, il a été vu comme extrêmement scandaleux quand le livre est sorti. » Et c'est vraiment juste de sous-entendre qu'ils ont couché ensemble et qu'il lui fait des bisous. Ça, c'est dit, il l'embrasse sur le visage et dans le cou, genre très scandaleux. Je me rends compte que je parle depuis très longtemps, mais j'avais beaucoup de choses à en dire, puis j'ai pas l'habitude de dire des classiques, donc je veux vous partager vraiment cette expérience. Je vais aller me prendre un petit scone. Il en reste un de ceux qu'on a fait l'autre jour pendant que Johan dort, en attendant qu'on fasse le vrai petit déjeuner. J'ai déjà eu le temps de travailler un petit peu ce matin parce que j'étais levée très tôt, donc là, je vais reprendre ma lecture avec mon petit thé, mon scone. On va être bien. Je fais une petite pause dans ma lecture, j'en suis rendue où ? J'ai commencé la 3e partie, page 369. Techniquement, j'aurais aimé atteindre la page 500, genre dans la première partie de la journée. Ça ne s'est pas fait, mais je suis pas mal allée marcher aujourd'hui, donc c'était quand même cool. Et là, je fais une pause parce qu'on va attaquer un live créatif avec mes Patreon. J'ai instauré ça, j'essaye d'en faire un par mois maintenant. Alors bien sûr, on peut toujours lire si on veut, mais sinon, c'est vraiment pour avoir un moment consacré à la créativité, au loisir. Et là, j'ai hésité à continuer mes petits carrés de ma couverture, mais je pense au final que je vais en profiter pour faire du felting. C'est un kit que j'ai acheté quand on allait en Écosse pour faire une petite vache comme ça, un Highland Crew. Alors apparemment, le niveau de difficulté, c'est facile, mais on va voir. Alors t'as le petit bloc sur lequel tu épingles ta laine. J'ai les différentes laines et les aiguilles, j'ai jamais fait ça. Mais ils disent, je crois qu'il y a une vidéo, ouais c'est ça. Il y a une vidéo YouTube pour te montrer comment faire et tout. Donc je pense que je vais me lancer là-dedans, soi-disant que ça prend 1 heure. On va voir. J'ai des doutes sur mes capacités, ça me paraît optimiste. Mais je vais tester et je suis contente de enfin prendre le temps de le faire. Et c'est aussi ce que je voulais pendant ce séjour-là, vraiment de m'octroyer ce temps loisir créatif, activité créative. Et après, bien sûr, je reprendrai ma lecture parce que l'objectif d'aujourd'hui, ce serait de lire les 3/4 du livre avant d'aller me coucher. C'est-à-dire qu'il me reste encore 350 pages à lire minimum. On y croit.
On revient de notre petit tour à Knowltown, qui est la ville la plus proche d'ici. Je voulais y aller parce que j'avais repéré une petite librairie qui m'intéressait bien. Et bon, on a acheté un truc, mais c'est pas un livre. C'est pas un livre, ma pile à lire va bien. C'est un petit... C'est un puzzle printanier, Open for Blossom. Je le trouve vraiment trop beau. J'aime bien quand on se prend des petits puzzles comme ça, comme c'est quelque chose qu'on aime faire tous les deux ensemble et tout, c'est très cool. Et la librairie était vraiment belle. Et en fait, en dessous, il y a le café Three Pines, qui est le café de Louise Penny, genre l'autrice de la série Three Pines, avec l'inspecteur Gamache et tout. Donc, je savais pas, mais elle vit dans cette ville-là, en fait, apparemment. Et on allait aussi en ville pour acheter du chocolat, pour faire des cookies, parce qu'on l'a oublié à Montréal. En fait, Yoann a fait un prix mix. Alors, bon, la boîte est très moche. Très très moche. Mais c'est un premix pour faire des cookies type Levain, qui est une boulangerie à New York, c'est ça, Yoann? Ouais, donc on va essayer de faire ça. C'est des cookies qui sont censés être vraiment épais. Et on a pris le chocolat. Donc on va se lancer là-dedans pour avoir notre petit goûter. Et si vous posez la question pour ma vache en felting, je l'ai pas tout à fait fini, mais j'ai quand même bien avancé. C'était pas si compliqué que ça au final. Et je vais voir si je la continue ce soir, parce qu'il faut quand même que j'avance ma lecture. Ou demain, mais elle sera finie avant la fin du séjour. T'es prêt à faire les cookies? Oui. On y va. Alors, je voulais faire le taste test, mais déjà, prendre le cookie du plateau. Il est tombé en morceaux. Donc, je pense qu'il y aura des ajustements à faire dans la recette. Il n'y avait pas assez de beurre. Mais sinon, ça a l'air bon quand même. Ou il y avait trop de garniture. J'avais vraiment cette impression quand je mélangeais qu'il y avait trop de noisettes et de chocolat. C'est bon quand même. Hein. C'est du sucre, du beurre, des noisettes et du chocolat. Ça peut pas être mauvais. Mais on va perfectionner la recette avant de vous la partager. À chaque fois que je fais un séjour au chalet, c'est la même chose. Je me dis, ah, tu vas avoir tellement de temps pour lire et pour faire plein d'autres choses, pour faire tes loisirs créatifs, pour promener. Et on dirait que j'oublie qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que une partie de ces heures, je dors. Et donc, en fin de compte, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. C'est encore pire que d'habitude, en fait, quand on fait un séjour en chalet. En plus de ça, hier, c'était vraiment pas la grande forme. Genre, pour vous dire, je me suis endormie une fois le matin et une fois le soir sur le canapé en lisant. Donc, ça m'a ralenti un petit peu aussi. Mais j'ai quand même bien avancé dans Anna Karenine. Je vous avais dit, je pense que mon objectif, c'était 750 pages. J'en suis à 640. Oh, pas très peu en dessous. J'ai quand même dépassé la moitié. Et... est-ce que je vais essayer de le finir aujourd'hui? Oui, parce que j'aimerais quand même vous parler d'un autre livre aussi pendant ce séjour, mais on verra ce que la journée nous réserve. J'en suis à la partie 5 du livre, dans la façon dont il est découpé, et j'ai trouvé qu'il y avait une partie qui était vraiment longue quand même, où on a fait que parler de l'agriculture russe et du personnage de Lévin, qui donc... a cette grosse propriété où il s'occupe de plein d'ouvriers, où il va faucher les champs et tout. Et c'était quand même assez long, toute cette partie-là. Oui, je suis curieuse de savoir comment ça fonctionnait, mais peut-être pas sur des centaines de pages. Heureusement, l'écriture de Tolstoï reste très plaisante. Et on continue aussi à suivre donc plusieurs couples en parallèle, comme je vous disais, même si là, on suit surtout Lévin et Kitty, qui viennent de se marier. Donc, dans leurs évolutions personnelles, Lévin me fait vraiment rire. Il est tellement drama queen comme personnage, je vous jure. Il se prend pour un homme hyper sensé et réfléchi, mais dès qu'il vit une émotion, c'est... oh, il transforme tout ce qu'il pense, il voit plus rien d'autre. Il est intense, il est très intense. Et Kitty, elle, était tombée très malade, donc on voit un petit peu comment elle se rétablit, se rend compte qu'elle fait, comment ça la transforme aussi. Puis le moment où enfin ils se retrouvent et où ils ont une deuxième chance grâce à leur entourage qui
voient le potentiel, on va dire, de deux. Et donc là, ils viennent de se marier. Et c'est la moitié du livre. Donc je me demande comment on va voir le reste de leur relation évoluer. Est-ce qu'ils vont sortir du rêve un peu de la vision idéalisée de Lot qu'ils ont? Est-ce que ça va continuer ou pas? Donc ça, c'est pour leur couple à eux. Et puis à côté, t'as le couple Anna Karénine et Vronsky, avec en périphérie le mari de Anna. Où là, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et je pense que ça va avec les valeurs de l'auteur probablement, mais malgré ça, il arrive à apporter beaucoup de nuances toujours. C'est toujours ce que j'apprécie dans ce livre-là. Anna, qui donc est tombée enceinte de Vronsky, son mari a voulu la divorcer, mais elle a failli mourir après la grossesse, et lui a complètement changé sa perspective. C'est aussi un personnage très intéressant, le mari d'Anna. Elle le déteste, en partie parce que il lui a pardonné, et au final, il est prêt à lui accorder ce qu'elle veut et tout, et à la laisser le divorcer, la laisser prendre les enfants, c'est ce qu'elle veut et tout. Et elle supporte pas en fait qu'il ait cette espèce de grandeur d'âme, comme ils appellent dans le livre. Et donc, elle se rend encore plus malheureuse. En fait, elle se rend malheureuse dans tous les cas. Elle se rend malheureuse en aimant Vronsky, en disant qu'elle peut pas vivre sans lui, elle peut pas être avec lui. Elle se rend malheureuse en vivant avec son mari. Elle se rend malheureuse en refusant la séparation avec son mari. Elle va pas très bien non plus. Vronsky, lui, il était au désespoir aussi face à la mansuétude, on va dire, du mari d'Anna. Il a failli se suicider. Et là, maintenant, on est à une partie très intéressante où Anna a refusé le divorce. Elle a laissé son fils avec son mari et elle est partie comme dans le sud, en Italie, pour se rétablir avec son amant, avec Vronsky. Donc, une façon très libérée de voir les choses au final. Et le mari qui accepte ça. Donc, vraiment une dynamique comme je n'ai jamais lu dans un livre, et je trouve ça assez fascinant en fait, vraiment cette étude de ces personnages à travers les pages, à travers tout ce qu'ils vivent et tout, j'aime beaucoup parce que comme je vous le disais, c'est très creusé, et je trouve par rapport à beaucoup de livres qu'on peut lire maintenant où les personnages sont un petit peu plus simples, où les choses sont plus simples. Là, il y a vraiment beaucoup d'éléments de la personnalité des gens qui sont explorés et qui changent, qui évoluent. Et c'est super bien fait. Malgré tout ça, il me reste encore la moitié du livre à lire. Et c'est déjà passé tellement de choses. Mais c'est que la moitié, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, on va voir ça aujourd'hui. Je vais lire un petit peu en attendant que Johan se réveille, ou que j'aille le réveiller, comme hier. Parce que lui, il travaille d'ici. Moi aussi, je travaille en lisant. Mais il a des petites pannes de réveil, des fois, le pauvre. Donc je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il va pas falloir que je tarde trop à aller le réveiller. Et aujourd'hui, on a quand même des petites choses de prévues aussi, d'autres petites balades. Donc on va voir le clash entre mes attentes et la réalité, une fois de plus. Devinez quoi, j'ai terminé Anna Karénine et j'ai terminé ma petite vachette. Alors, je vous montre la vachette pour commencer. Oh mon dieu, la pauvre. Elle est tellement de travers. C'était un premier essai, écoutez. Ça m'a occupée. Je peux pas dire que ce soit mon loisir préféré. Je me demande si j'aimerais plus faire des tableaux en felting que ça, mais c'était une expérience. Voilà. Maintenant, pour vous parler de Anna Karénine, j'ai vraiment tout donné pour le terminer aujourd'hui. Tout donné. Je ne regrette pas. Et c'était vraiment une chouette lecture. Je pensais pas aimer autant, accrocher autant. J'adore comment Tolstoï en fait nous amène dans le quotidien et dans le monologue interne de ces personnages, et à quel point on peut les comprendre, même si on n'approuve pas ce qu'ils font, on peut les comprendre. Et dans les dernières parties que j'ai lues, on continue toujours à suivre un peu le même
casting, on va dire. Mais là, on allait plus vers à la fois un côté politique et un côté religieux. Et je dois dire que tout le côté religieux de la foi, Levin, un des personnages principaux, arrive pas vraiment à trouver la foi et il se questionne beaucoup sur le sens de la vie et tout ça. Et de ce que j'ai lu, apparemment, ça fait écho au questionnement que Tolstoï vivait lui-même parce qu'il a eu une grosse transformation dans sa vie où il a complètement viré de bord, changé sa façon de vivre et il a vécu de plus en plus dans le dépouillement, une façon très simple et je pense plus religieuse un petit peu qu'avant. Donc ça se retranscrit pas mal dans le personnage de Levin. Et dans le roman, il y a des éléments pseudo-autobiographiques. En tout cas, il s'est inspiré de sa vie, de sa relation avec sa femme pour plusieurs choses aussi, apparemment. Et cette partie-là me parlait moins. De toute façon, moi, dès qu'il y a des thématiques religieuses, en particulier, on va dire chrétiennes, dans un livre, je décroche un peu, c'est vraiment pas un sujet qui me plaît en littérature, donc cette partie-là m'a moins plu. J'ai aimé voir comment la relation par contre de Levin et Kitty continue. Je pense vraiment que Kitty est mon personnage préféré, même si elle est vraiment jeune fille et qu'au début du livre, elle est assez naïve, a peu d'expérience du monde. Je trouve qu'elle se développe vraiment beaucoup et elle a une certaine assurance et tout. Et en même temps, avec Levin, il continue à être drama queen jusqu'au bout et il a des petites crises de jalousie et tout. Mais la pire à ce niveau-là, c'est vraiment Anna Karenine. C'était fascinant et triste à la fois en fait parce que tout au long du livre, on va suivre sa déchéance mentale et physique suite à sa décision d'avoir entrepris une relation adultère avec Vronsky. Et en fait, au final, elle n'arrive pas à vivre avec cette décision. Autant elle se dit oui, je suis heureuse, je l'aime, j'ai fait le bon choix, je pourrais pas vivre sans lui. Et en même temps, elle vit énormément de culpabilité, de colère envers son ex-mari, d'ambivalence par rapport à ses enfants. Et plus le récit avance, plus on voit sa santé mentale qui se dégrade complètement. Genre, elle va pas bien du tout à la fin. Elle est vraiment dans la paranoïa, dans les excès émotionnels et surtout dans une jalousie extrême qui vient empoisonner leur relation. Et je dis pas que Vronsky est sans faute parce que ils ont vraiment aucune communication sincère entre eux en fait. Je pense qu'ils étaient juste pas faits pour être ensemble malgré leur passion. Ils étaient pas faits pour être ensemble du tout. Et donc ça se termine tragiquement pour elle. J'ai aimé le parallèle qui se fait entre le début du livre et la fin du livre. Mais en fait, je trouve que c'était tellement clair que Tolstoï n'avait pas besoin de l'écrire noir sur blanc et c'est ce qu'il a fait. Donc c'est un tout petit peu gâché pour moi parce qu'il n'y avait pas besoin en fait de l'expliciter comme ça. Et c'était très clair, je trouve, pour moi en tout cas, ce qui allait se passer et c'est ça, ce retour au tout début du livre et tout. Bon, il a décidé de le clarifier un peu plus. Je dois dire que de façon globale, j'ai trouvé son écriture très agréable, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Et je pense que ce qui m'a plus dérangée, c'est vraiment certains apartés qui m'intéressaient vraiment pas, en fait. Que ce soit au niveau politique, religieux ou sur le fauchage des prix. Des fois, ça me passait vraiment à côté. Par contre, tout ce qui touchait aux relations et aux personnages, j'ai adoré. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu des personnages aussi bien écrits, aussi fascinants, plein de défauts, mais aussi avec leurs qualités et que tu peux voir prendre différents chemins de vie selon leurs décisions et que des fois ça se voit pas. En fait, j'ai trouvé extrêmement réaliste et ça m'a beaucoup plu. À cause de ces dérives parfois très longues et de la fin où j'ai moins accroché, comme je vous disais, avec tout le questionnement religieux, je mettrais un 3.75 au livre. Mais vraiment, pendant la grosse majorité, j'aimais beaucoup ce que je lisais et ça a vraiment été une bonne lecture, une bonne surprise et je suis contente de l'avoir lu. Est-ce que je lirai un autre Tolstoï ? Peut-être. À voir. Parce que comme je vous disais, son écriture, quand même, je l'ai trouvé vraiment très chouette. Outre ça, outre ma petite vache, aujourd'hui, on allait faire une balade avec Johan au bord du lac Brom. Et c'était vraiment très beau, le chemin était magnifique. On est passé à côté de plein de très belles maisons qui doivent valoir plusieurs millions aussi. Et puis on est allé se poser dans un café librairie chocolaterie qui s'appelle L'Échappée Belle, vous vous en doutez, ça me parlait beaucoup le côté chocolaterie. Et justement j'ai pris un chocolat épicé qui était trop bon. Et j'ai aussi commencé à lire The Elsewhere Express. Je vous l'avais dit, j'étais très motivée à lire plus dans le livre, dans ce vlog. Et donc j'ai lu une 30aine de pages seulement pour le moment, mais je suis déjà prise dans l'histoire, en fait, sans aucun problème, dès les premières lignes. J'adore l'écriture de Samantha Soto-Yamba, en fait, je vais vous montrer. Je savais que j'allais la noter parce que dans Watermoon, déjà, j'avais adoré sa façon d'écrire. Je pense pas que ça plaise nécessairement à tout le monde parce que c'est très imagé, mais pour moi, ça le fait.
Je vous montre juste déjà la première page que j'ai pas mal surligné et la suite. Donc voilà, et j'en ai lu qu'une trentaine, mais il y en a beaucoup qui ressemblent à ça, parce qu'elle fait vraiment de très belles phrases en fait. Et je vous avais déjà un petit peu parlé de ce livre, mais c'est l'histoire de plusieurs personnes qui ne savent pas quel est leur but dans la vie, qu'est-ce qu'elles vont faire de leur vie, elles sont perdues. Et elles vont embarquer à bord du Elsewhere Express, donc un train magique qui j'imagine va les inviter à refléter sur ce qu'ils et elles veulent dans leur vie, et reconnecter avec ça. Je pense qu'il y avait écrit... Voilà, c'est un train pour those whose lives are adrift et qui les aide à retrouver a sense of purpose, peace and belonging. Franchement, vu le brouillard complet dans lequel je suis par rapport à mon futur, une fois de plus, je pourrais dire... je voudrais bien monter à bord du train, je vous le dis. J'aimerais bien recevoir un ticket. On va voir. Le livre sera peut-être un bon pis-aller. Mais pour le moment, on a rencontré 3 personnages, on va dire. On a Raya, et c'est très triste dès le début parce que Raya est née pour servir un peu de body part à son frère. Ça, c'est des histoires qu'on voit des fois et j'imagine que ça arrive en vrai, mais ça me paraît tellement horrible. Quand t'as un enfant et que le premier enfant est malade, tu en fais un deuxième. Quand je dis tu, le couple, les parents, décident d'en avoir un deuxième pour que les organes du deuxième puissent être utilisés par le premier. Par exemple, un rein, la ponction de moelle épinière, ce genre de choses-là, les choses que tu peux quand même vivre sans. C'est très The Island, je pense qu'il s'appelait le film avec Scarlett Johansson et le Jedi, Ewan McGregor. Et je trouve ça abominable. Mais donc Raya, ses parents l'ont eu pour ça. Or, il se trouve que son frère a été tué par un conducteur qui était sous. Donc au final, ça leur a servi à rien, entre guillemets. Et elle lutte vraiment sur ce qu'elle veut faire de sa vie depuis ça. Et on a Q, dont le père s'est suicidé. Ils ont vraiment des vies joyeuses, hein, je vous le dis. Et qui est un peintre talentueux, mais qui perd la vue. Il voit quasiment plus rien. C'est 2 personnes qui n'ont pas eu une vie facile. On peut comprendre qu'elles se retrouvent perdues et qui donc vont se retrouver embarquées dans ce train. Alors bien sûr, au début, en étant choquées, en mode qu'est-ce qui se passe ? Et c'est Lily, la conductrice, ou en tout cas l'employée du Elsewhere Express, qui va leur expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et donc on découvre avec eux le fonctionnement du train. Là, j'en suis vraiment au tout début. J'ai lu un peu plus de 30 pages, presque une quarantaine. Et Raya vient d'embarquer dans le train. Elle est un peu dubitative, comme on s'en doute au début, mais j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus sur le fonctionnement du train et suivre les personnages et tout. Et je pense que ça pourrait être une très très bonne lecture. Ceci étant dit, comme j'ai beaucoup lu déjà aujourd'hui, je pense que là je vais faire une petite pause et, croyez-le ou non, continuer Heated Revelry. Enfin, je sais pas si en même temps je vais continuer mes petits carrés au crochet parce que j'ai quelques livres à rattraper, ou si je vais faire du journaling. Et j'ai pris avec moi le carnet de lecture de Margot Liseuse que j'ai reçu un peu plus tôt cette semaine, et donc j'ai plusieurs mois à rattraper, donc je me disais que je pourrais faire ça aussi. Je vais voir. Voilà pour ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Demain, c'est notre dernière journée, mais on peut partir dans l'après-midi, donc on va essayer de profiter encore à fond. Ce qui veut dire pour moi continuer ce livre très certainement. Donc, je vous reprends demain matin. Bon matin, c'est le dernier jour au chalet déjà, mais on va en profiter au maximum. Enfin là, il est déjà 11h, je me suis vraiment fait une petite matinée tranquille. On dirait que après avoir lu Anna Karenine de façon intense, j'avais besoin de me poser un petit peu. Hier soir, comme je vous l'avais dit, j'ai continué mes petits carrés de ma reading blanket et j'ai aussi attaqué le cahier de lecture de Margot. Au final, c'est pas si pire parce que l'année commence en mars, donc j'ai que 1 mois à rattraper un petit peu au niveau des book hauls et tout ça. J'ai rempli toute ma pile à lire là-dedans, ça tenait juste, je pense qu'il y a 3 ou 4 livres que j'ai pas pu mettre. Mais comme il y a plein de pages où il fallait colorier, Saint-La et puis d'autres, j'ai pas pu avancer plus. Donc j'ai commencé à le remplir par-ci par-là et puis je le compléterai au fur et à mesure de l'année. La seule chose que je suis pas sûre d'utiliser, c'est les pages avis lecture parce que il n'y a pas assez de place pour tous les livres que je lis, tout simplement. Donc je verrai si peut-être je mets juste mes favoris ou quoi. On verra ça. Mais j'ai découvert plein de pages hyper intéressantes. Il y a un mélange de recettes, de petites activités, soit loisirs créatifs, soit autour de la lecture, comme des réflexions autour de tes livres. Par exemple, si tu pouvais faire une fin alternative ou une liste de livres à lire t'es dans tel mood ou quand t'as envie de telle chose. J'aime bien cette idée-là. Et vu que hier soir, j'ai enfin réussi à me remettre à Heated Revelry, j'ai décidé ce matin de continuer de me faire une petite matinée ou début de matinée
tranquille et de finir. Et j'ai enfin terminé la saison 1 de Heated Rivalry que j'avais donc commencé fin janvier. Voilà, il m'aura fallu 2 mois. Honnêtement, c'est même pas le plus long qu'il m'a fallu pour finir une série parce que j'ai aussi terminé le Witcher ce mois-ci que j'avais commencé en octobre. J'ai vraiment du mal. Et j'avais pas tant d'intérêt, je dois l'avouer. C'est quand même beaucoup de scènes spicy. Mais j'ai failli verser ma petite larme à 2 moments. Et je maintiens que je préfère le couple de Scott et Chris, je crois qu'il s'appelle. Donc le deuxième couple dont on parle dans la série. Ils étaient trop mignons. Mais j'ai quand même aimé la fin. Là, le dernier épisode dans le cottage de Shane, je l'ai vraiment aimé celui-là. Et la chose que je voulais vraiment faire pour comme repartir sur le bon pied après ce séjour, c'était de me mettre à jour dans ma reading blanket. Et je l'ai fait puisque j'ai terminé avec mon carré pour Anna Karenine. Et j'ai enfin utilisé ma couleur Midnight Blue pour les classiques que je n'avais pas utilisé du coup depuis le début de l'année. Et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà pour la partie loisirs créatifs. Et avant de me remettre à la lecture, je voulais vous montrer, parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié, les éditions de Anna Karenine qu'il y a dans ce chalet. Alors déjà, j'avais repéré ça là. Je vais tomber. Ouh. Donc je pense assez classique, qui a l'air d'avoir déjà un petit peu vécu. Et puis, il y en a une vraiment trop belle. Regardez le soleil qui fait dehors aujourd'hui. Ici, il y a plein de classiques dans leurs super belles éditions, dont Anna Karenina. Celui-là est très très beau. Mais je pense que les dorures partent vraiment sur ces éditions-là. C'est les deux que j'ai trouvées. Ça se trouve, il y en a d'autres. Et comme je disais, maintenant, je vais reprendre The Elsewhere Express. Bon, j'ai fait une petite infidélité à The Elsewhere Express. Je l'ai un peu continué ce matin. J'en suis page 58. Je me régale, extrêmement poétique et ouais, je suis juste transportée. Quand je lis un livre de cette autrice, j'imagine tellement l'univers qu'elle décrit. Là, on est rentré dans un tableau dans le train. Le ciel est violet, on est dans une fleur de lotus géante. Il y a des baleines fluorescentes dans le ciel. Enfin, c'est très onirique et j'aime beaucoup. On n'a pas tant avancé sur qu'est-ce qui attend les personnages, même si là, Q vient de rejoindre Raya et c'est un passager un peu clandestin et imprévu du train, même s'il a son ticket. Apparemment, c'est la première fois qu'il y a 2 passagers en même temps. Donc c'est assez intriguant le pourquoi du comment. J'ai des suppositions, mais ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais je passe un très bon moment, même si j'en suis qu'au tout début du livre. Donc on va voir, ça se pourrait que ce soit 5 étoiles. Mais ne nous avançons pas trop. Et à la base, je voulais vous dire que j'ai fait des infidélités au livre et que je me suis tournée vers Tolkien parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le Tolkien Reading Day. Et je me suis dit que je ne pouvais pas donc ne pas lire de Tolkien aujourd'hui. Et j'ai lu Smith of Wootton Major, qui est une histoire courte en mode conte de fées un petit peu que Tolkien a écrit. Et c'était très mignon, extrêmement différent du Hobbit, du Seigneur des Anneaux, mais en même temps tu reconnais vraiment sa plume, sa façon d'amener certaines choses. Il y a un village en fait où tous les 24 ans, il y a un cuisinier qui fait un gâteau extraordinaire pour les enfants et un jour un des enfants va trouver une étoile féerique qui va lui permettre d'aller au Royaume des Fées en féerie, en très résumé. Et donc tu vas voir un petit peu qu'est-ce qu'il y découvre, mais la manière dont c'est raconté, tu vois que c'est pas nécessairement une histoire qui est là pour avoir une intrigue, mais plus pour te permettre un petit voyage contemplatif. Et il y a juste des tout petits éléments qui sont hyper originaux. Bah déjà, l'étoile qu'il avale puis qui va se poser sur son front. À un moment, il trouve une fleur qui va jamais se faner et qui va rester dans sa famille pendant des générations. Juste des tout petits éléments magiques et qui sont assez originaux, j'ai trouvé. C'était une jolie petite histoire. Je suis contente de l'avoir lue et de continuer à découvrir Tolkien au-delà de ce qu'on connaît de lui. Maintenant, la parenthèse est terminée et je vais retourner à The Elsewhere Express. Ceci étant dit,
on va partir du chalet. Ça y est, le moment est venu. Les affaires sont prêtes. J'ai proposé à Yon qu'on teste un petit dernier café avant de retourner à Montréal. Donc on va finir d'empacter tout dans la voiture et on y va. Comme toujours, je conclue les vlogs chalet une fois qu'on est revenu du chalet parce que j'ai pas eu le temps de lire ce que je voulais. Mais ça y est, j'ai terminé The Elsewhere Express. Honnêtement, je l'ai pas fait traîner. Par contre, le lendemain du jour où on était revenu, je l'ai terminé et j'ai beaucoup à noter. Il y avait tellement de belles citations. Mais au-delà de ça, parce que un bon livre, ce n'est pas juste une belle écriture, même si oui, ça compte. J'ai pas mal apprécié l'histoire, mais je sais pas si c'est le dernier tiers ou quoi, mais il y a une révélation qui se fait qui est quand même assez énorme, à laquelle je m'attendais pas. Je pensais pas du tout que l'histoire allait prendre cette direction-là. Et suite à ça, le livre part un petit peu vers autre chose. Alors oui, il y avait toujours une zone d'ombre dans le livre, et c'est quelque chose que l'autrice avait aussi fait dans Watermoon, sous les décors d'un univers magnifique, coloré, onirique, il y a une part d'ombre importante, et là aussi on le retrouvait. Et elle prend de plus en plus d'importance à travers tout le récit, puis il y a cette grosse révélation, et j'étais perplexe un petit peu sur l'évolution du récit, et surtout sur la fin. Je vous ai pas fait d'update hier, parce que j'étais comme il faut que je réfléchisse à ce que j'ai lu, parce que je suis pas sûre d'avoir compris. Et honnêtement, en fait, je ne suis toujours pas sûre. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs interprétations possibles pour la fin. Je suis allée voir des avis en ligne pour essayer de comprendre si les gens avaient des suppositions ou quoi. Et j'en ai vu quelques-unes qui font du sens pour moi. Mais ça devient quand même complexe à comprendre parce qu'il y a des histoires de time loop et de voyage dans le temps un petit peu et tout. Et à chaque fois, là, ça devient compliqué parce que tout le monde ne l'explique pas de la même manière. Donc, je reste un petit peu puzzled face à cette fin. Il y a certains aspects que j'ai appréciés, d'autres un peu moins sûrs, donc ça a fait un petit peu baisser mon appréciation globale du livre, et je terminerai avec un 4.25, ce qui est quand même une très bonne note. Et vraiment, ce que je retiens de cette autrice, c'est son inventivité pour créer des univers complètement incroyables, et c'est sûr que ça me donne envie de continuer à lire ce qu'elle fait. Juste sa description du thé. Team in the shape of petals floated up from the cups, carrying the scent of ripe pomelo and a spring afternoon spent curled up with a good book. Genre, c'est juste trop beau ce qu'elle écrit, c'est juste trop beau. Et au-delà de ça, au niveau des thématiques abordées un petit peu dans le livre, ça parle de deuil, de culpabilité, de qu'est-ce qui fait vraiment que la vie vaut d'être vécue un petit peu. Et j'avais pas bien compris parce que moi au début je pensais que tu faisais le voyage, que ça t'aidait à retrouver ton but dans la vie puis tu descendais. Mais en fait quand ils embarquent, ils comprennent que si t'as une place dans le train, tu restes dans le train un petit peu en fait. Et du coup il y a aussi une réflexion sur est-ce que ce à quoi tu dois renoncer pour rester dans le train veut vraiment dire que tu es heureux, ou est-ce que c'est un faux bonheur et tout. J'ai beaucoup aimé toutes ces discussions là aussi. Mais vraiment, pour moi, c'est le world building qui fait la force de cette autrice. C'était hyper intéressant de voir comment est-ce qu'elle arrive à transformer les choses, à les rendre magiques. Les chansons, ce sont des bulles de lumière qui se transforment en papillons qui peuvent aller réparer le train. Je l'explique comme ça, ça a l'air peut-être très bizarre, mais quand elle le dit, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour ma deuxième lecture chalet. Vraiment, le vlog aura été surtout consacré à Anna Karénine, mais j'avais envie d'inclure un petit autre chose quand même dedans. Puis c'était une bonne motivation pour moi pour enfin lire le livre. C'était une vidéo, je pense, en tout cas j'espère, très cosy, cocooning. Et j'espère que vous en aurez profité autant que moi. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, déjà, merci d'être là, de regarder ce que je fais sur cette chaîne. Vous pouvez me laisser en commentaire le mot train, ce serait pas mal. Et je termine comme toujours en remerciant particulièrement les Capas, mes Patreons, qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu sur cette chaîne, à explorer de nouvelles idées créatives comme notre année avec Tolkien, que je me régale
de faire et toutes les vidéos exclusives que je propose aussi. Celle de ce mois-ci, c'est une vidéo où je lis un livre que Johan m'avait choisi. Un petit spin-off de la vidéo que j'avais fait cet été sur le sujet d'ailleurs. Donc si ça vous tente de voir ça et de soutenir le travail que je fais, même si c'est juste pour un mois, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.